À 1 heure et demie de vol de Delhi, je suis déjà à 3500 mètres d'altitude, au Ladakh, tout au nord de l'Inde, dans l'Himalaya occidental, une région qui fait partie de l'État Jammu et Cachemire. Le Ladakh avait été annexé en 1840 par le Maharaja de Jammu et du Cachemire. En 1947, le Jammu étant hindou et le Cachemire musulman, le Maharaja hésita à choisir entre l'Inde et le Pakistan. Attaqué par le Pakistan et défendu par l'Inde, l'État fut intégré partiellement à l'Union indienne. Depuis, ce sont les armes qui tentent de régler les conflits de frontières. Et la Chine revendique elle aussi un morceau du Ladakh, l'Askai. La région n'est ouverte au tourisme que depuis 1976. Après Delhi, grouillante et étouffante, la quiétude de Leh, capitale du Ladakh, fait du bien. Aucun point commun entre l'Inde et cet ancien royaume de culture tibétaine et bouddhiste, hormis leurs liens politiques. Très peu d'Indiens y vivent et je n'ai pas vu de temples hindouistes. Le petit Tibet a sa culture et sa langue propre. Petite ville de 30 000 habitants, Leh est surpeuplée à la saison des treks. Les hôtels et les guest-houses poussent comme des champignons. Dans la rue principale, l'ancienne mosquée sera superbement restaurée. À quelques pas, une petite mosquée fait déjà résonner ses appels à la prière jusque dans la campagne alentour. La population est pourtant majoritairement bouddhiste, avec la présence de nombreux réfugiés tibétains depuis 1951. Dans une grande cour derrière les immeubles, je découvre le temple Chokang, siège de l'association bouddhique du Ladakh. Le palais royal qui domine la ville fut édifié en 1600, lorsque le roi régnait sur tout le Tibet occidental. Leh était un carrefour commercial prospère à l'époque de la route de la soie. Son Bouddha se refait une beauté. Un occidental en mal de sensation y vient méditer. Le Stok Kangri dresse fièrement ses pics enneigés à 6120 mètres. À quelques kilomètres de Leh, le monastère, ou Gompa, de Pyong, est une école d'enseignement du bouddhisme moderne. Il regroupe une centaine d'élèves. Sa grande salle est utilisée pour les fêtes. C'est l'heure du repas. La religion fait partie intégrante de la vie des Ladakhis. De très jeunes enfants y suivent toute leur scolarité. Avoir 1 ou 2 moines ou nonnes est un gage de sainteté pour la famille. Malgré la chute des vocations, on compte encore 2000 moines et chaque village a son monastère qui vit en étroite relation avec les laïcs. Le Ladakh est un kaléidoscope de montagnes arides et désertiques et de vallées dans lesquelles se lovent de petites oasis verdoyantes. Les peupliers veulent rivaliser avec les pointes acérées des sommets. Les cultures en terrasse profitent du soleil généreux. Le Ladakh est une région essentiellement agricole, avec principalement l'orge, qui, réduite en farine, constitue la tsampa, et qui est aussi la base de la bière locale Chang. Au fil de la journée, mon regard est sans cesse émerveillé par les jeux d'ombres et de lumière
sur les roches aux multiples nuances. Et quand les montagnes mettent leur chapeau de nuages, les sommets semblent tout plats. Les signes du dérèglement climatique sont déjà tangibles. Il neige moins, les glaciers reculent, les sources se tarissent, moins d'eau pour les hommes, les animaux et les cultures, des coulées de boue, des pluies et des vents violents, un soleil trop ardent. Ces inquiétudes sont dans toutes les conversations des Ladakis, mais ils pensent qu'ils ont un mauvais karma. Ma route va suivre sur 200 km la vallée de la rivière Indus, jusqu'au village de Da, proche du Pakistan. L'Indus fait partie des 7 rivières sacrées de l'Inde à qui elle a donné son nom. Elle parcourt 3180 km depuis sa source au mont Kailash au Tibet, lieu de pèlerinage bouddhiste et hindouiste. Elle traverse ensuite le Pakistan. On se souvient de l'antique civilisation de la vallée de l'Indus ou civilisation arapéenne. Puis l'Indus se jette dans la mer d'Arabie. À Sangam Valley, la tumultueuse rivière Sanskar rejoint l'Indus et avale ses eaux bleues. C'est un site de rafting très fréquenté par les Indiens des classes aisées qui viennent ici en vacances pour échapper à la mousson. Les Ladakis n'apprécient guère leur exubérance. Plutôt calme jusque-là, l'Indus devient capricieuse et s'enfonce dans des gorges étroites. Les chortènes que l'on voit partout sont soit des monuments funéraires, soit un rappel à la foi bouddhique, un peu comme les calvaires chez nous autrefois. Par endroits, les berges sont couvertes de plantations d'abricotiers. Il peut faire ici jusqu'à 35 degrés l'été. L'abricot est arrivé de Chine par la route de la soie. L'huile cosmétique d'abricot est aujourd'hui exportée. Cette route est vraiment superbe, même si cet axe qui mène au Pakistan est jalonné de camps militaires et encombré de convois de camions. Des vestiges des combats sont d'ailleurs conservés à dessein. De nombreux éboulements de roches freinent la course de l'Indus. Des inondations ont noyé ces habitations. Petite halte dans un village musulman pour déguster des momos. C'est aussi la route des plus beaux monastères. Perché sur son promontoire, Basgo est un ancien fort qui fut le siège de la capitale du Ladakh avant Leh. Son Bouddha Maitreya fait 8 mètres de haut. Le bouddhisme pratiqué au Ladakh est le lamaïsme. Le maître spirituel, le lama, y joue un rôle prépondérant. Des 4 grandes écoles bouddhiques, on connaît surtout les bonnets rouges et les bonnets jaunes, les Gelugpa, majoritaires au Ladakh et dont fait partie le Dalai Lama. Likir est d'ailleurs l'un des plus importants monastères Gelugpa du Ladakh. Son Bouddha atteint 25 mètres. Les premiers bâtiments remontent au XVe siècle. Les démons, les déités féroces et les nombreux rites magiques sont un héritage de la religion tibétaine Bön, qui précéda le bouddhisme.
Nous franchissons des cols et nous traversons des paysages tourmentés. La tache verte au loin, juste à la pointe d'un plateau au bord de 2 ravins, c'est le vieux village de Yantang. Le temps s'est arrêté dans ces ruelles silencieuses. J'arrive à cette charmante petite place carrée avec son minuscule temple. Je fais tourner le moulin à prière et je suis presque gênée de déranger ces 2 vaches. Les jeunes ont déserté le village pour aller travailler à lait, sauf ceux qui ont flairé l'engouement pour les treks et qui ont transformé leur maison familiale en guest-house. La cuisine traditionnelle est rutilante avec son gros four et sa batterie d'anciens chaudrons en cuivre. Sur le toit, la vue est fantastique. Les 3 petits chortaines éloignent le mauvais sort d'un village ou d'un quartier. Les environs de Yantang sont réputés l'hiver pour les léopards des neiges, qui sont très recherchés par les chasseurs d'images. Seule chasse autorisée, car au pays de Bouddha, toutes les espèces sont protégées. Dans le bourg de Emis Shupakshan, les guest-houses fleurissent. Mais je ne suis pas sûre que la pollution engendrée par la surpopulation soit prise en compte. Ce grand Bouddha a été financé par les villageois. Nul doute que même le maître ne se sente humble face à ces géants de la nature. « 30 minutes de descente dans un étroit canyon et nous retrouvons l'Indus. Au fond d'une gorge, le monastère de Tingmosgang est un exemple de construction contemporaine avec sa profusion de décors kitsch. Le vieux Gompa a heureusement été préservé. Des moines fort sympathiques offrent le thé aux visiteurs sous le regard des bouquetins, nombreux ici. Ce petit monastère au perché est construit sur les ruines d'un château qui avait dû être imposant. La visite des monastères permet de découvrir des sites magnifiques. Le vieux bâtiment est restauré par des artisans qui se déplacent de village en village. Le monastère de Rizong se niche dans un cirque désertique grandiose. Il héberge une 50aine de moines Gelugpa. La nonnerie toute proche abrite une école. Les nonnes vivent de la torréfaction des amandes d'abricot pour faire de l'huile. Le paysage devient lunaire, avec des lumières étranges. Ces sables sculptés par le vent
serait le reste d'un lac évaporé grâce aux prières du lama Naropa. Il médita de longues années dans la grotte de Yuru, alors on a appelé le site Lama Yuru. C'est l'un des plus anciens monastères tibétains du Ladakh. Dans ce décor majestueux, il se dresse sur une colline. Comme à l'entrée de tout village, des murs de mani se succèdent sur lesquels sont posées des pierres gravées de mantras en tibétain. J'arrive en plein festival qui a lieu dans le Dukang, la cour intérieure. Et c'est parti pour 3 jours. Mon guide me dit qu'assister à ce festival fera du bien à mon karma. Alors je ne vais pas m'en priver. La foule rassemble majoritairement des villageois venus des alentours et l'ambiance est bon enfant. Compte tenu de son éloignement de Leh, ce festival est un peu moins touristique que celui d'Emis, où j'irai dans quelques jours. Je réside dans une cellule du 3e étage du monastère. De ma fenêtre, le panorama est époustouflant. La montagne qui change de couleur au fil des heures participe à la magie des lieux, et les couchers de soleil sont sublimes. Mais revenons au festival. Les danses des masques, appelées cham, sont réservées aux lamas. Elles apparurent dès le IXe siècle et elles se déroulent encore plusieurs fois par an dans tous les grands monastères. Les danses simulent la destruction des démons et des mauvais esprits. Les masques représentent les différentes divinités du panthéon bouddhiste, des personnages historiques, des maîtres bouddhistes, mais aussi les qualités et les défauts des humains. Ils sont en bois ou en papier mâché et certains sont très anciens. Ils appartiennent en propre à chaque monastère. Les danses se succèdent à un rythme très lent et avec une musique lancinante. Les timbales chassent les mauvais esprits. Il faut le dire, c'est assez éprouvant pour un occidental. Et pour quelques moines aussi. Pour les villageois, il ne s'agit pas d'un spectacle, mais de rituels sacrés destinés à exorciser le mal. Quatre clowns font des plaisanteries, mais il faut être initié pour les comprendre. Ils collectent aussi de l'argent. 200 moines et moinillons vivent ici. Chaque jeune enfant est sous la tutelle d'un moine plus âgé pour prendre soin de lui comme un parent. Les costumes de brocart sont très colorés.
La soie, finement brodée d'or et d'argent, étincelle au soleil. Le festival s'achève. Rendez-vous l'année prochaine selon le calendrier lunaire. C'est un spectacle à ne pas manquer. Et chacun va s'en retourner dans son village. En juin 2018, Da était le dernier village autorisé aux touristes avant la frontière pakistanaise. Il se situe dans la vallée des Aryens, qui compte environ 8 villages et 3000 personnes. En fait, il s'agit plutôt de populations d'Ardes qui seraient des descendants d'un groupe d'Aryens, ceux des steppes de l'Oural qui, dit-on, auraient envahi l'Europe centrale 3000 ans avant Jésus-Christ. Mais leur origine exacte reste encore mystérieuse. Des dardes musulmans sont présents de l'autre côté de la frontière au Pakistan, et au Ladakh, les dardes qui sont bouddhistes sont appelés les Drokpa. À l'entrée du village, quelques rares personnes âgées portent encore leur coiffe. C'est un gant de feutre avec des rangées de perles. Chaque jour, elles y piquaient des fleurs fraîches. Aujourd'hui, c'est seulement les jours de fête. Cette tribu a toujours préservé sa différence avec sa morphologie très proche de celle des Européens. Une grand-mère m'emmène voir dans sa cave son musée, où trônent de vieilles photographies et sa peau de chèvre. Sa petite fille est très jolie et elle pose pour moi. Elle me dit qu'aux grandes fêtes, elle porte l'habit traditionnel, mais cela ne semble plus trop la concerner. Les vieilles maisons sont en ruine, on en construit des neuves plutôt que de les rénover. Pour préserver leur ethnie aryenne, les jeunes doivent rester dans la vallée pour y fonder une famille. Mais les études et la mixité avec les Ladakis sont en train d'accélérer la disparition de cette culture unique. Située à l'altitude la plus basse du Ladakh, de 1800 mètres, Da est aussi connue pour ses géraniums. De retour vers Leh, il faut traverser l'Indus pour atteindre Alchi. C'est le plus ancien et le plus précieux monastère du Ladakh.
est l'un des rares à ne pas avoir été restauré. Il se démarque par ses petits temples d'art indo-tibétain construits en bois. Mais ce beau monastère est aussi le plus touristique avec ses échoppes de souvenirs. Je vais remonter l'Indus vers l'immensité des plateaux du Rupchu et des lacs Tsomoriri et Tsokar, zone si proche de la Chine qu'il me faut un permis d'accès aux normes indiennes ubuesques. Mais avant, je passerai un moment au festival d'Emis. Voilà encore un Bouddha qui veut rivaliser de hauteur. Il a été financé par les habitants de Stok, une autre ancienne capitale du Ladakh. Plus loin, le petit Potala de Tiksay est une réplique de celui de Lhasa au Tibet. Il a été fortement restauré. Il reçoit énormément de touristes. Le festival d'Emis est à la fois une fête populaire et spirituelle. Emis a été fondé en 1630. C'est le plus grand monastère du Ladakh et 500 moines y sont attachés. Ce festival est devenu tellement célèbre et fréquenté que tout est encadré, cloisonné, parqué. Même les personnes âgées. On apporte son pique-nique pendant la pause. Les appareils photo mitraillent. Je me demande s'il n'y a pas davantage de touristes que de villageois. Les danses sacrées s'exécutent dans une sorte d'enclos qui me semble trop petit. Ici, on se sent oppressé par la foule.
Démon du mal, clown, héros guerrier, protecteur. J'avoue que la symbolique très codifiée des masques garde encore tout son mystère pour moi. Les costumes sont ici aussi magnifiques. Et le temple est de toute beauté. La route cahoteuse qui mène au plateau semi-désertique du Rupchu traverse des panoramas grandioses et domine des ravins où l'Indus coule ses eaux turquoises. Les couleurs des montagnes changent sans cesse avec les nuages et le soleil. Il fait très frais à cette altitude qui varie de 4500 à 5500 mètres et la tête tourne un peu. La frontière avec le Tibet chinois, située dans le Shantung, est seulement à une dizaine de kilomètres et il faut s'arrêter au checkpoint. Nous arrivons enfin dans la région des lacs. Le premier petit lac est une merveille, avec ses montagnes dont certaines ont encore leur sommet tout blanc. Le Rupchu est peuplé de nomades Changpa qui élèvent des chèvres pashmina et des yaks. Et c'est l'apothéose au lac Somoriri, dans ce cirque de sommets himalayens. C'est le plus grand lac du Ladakh, avec ses 140 km² et ses 32 km de long. Il faut venir le voir tôt le matin. Si on est chanceux, on peut contempler le lac d'un bleu turquoise transparent. Pour moi, il restera d'un bleu intense. Cette colline est un lieu de crémation. Les défunts sont gardés quelquefois plusieurs jours dans leur cercueil avant que le moine ne décide du bon moment pour faire la cérémonie. À 4600 mètres, Gorzok est l'un des plus hauts villages du Ladakh. Le monastère a 200 ans. Le village a son mur de manille avec ses chortènes. Une femme prépare devant sa maison l'orge pour en faire une tsampa, la bouillie tibétaine. Ici, il fait 30 degrés au cœur de l'été et moins 40 en hiver. Mais à la mi-juin, le vent est encore violent et cette nuit, il ne fera que 3 degrés sous ma tente. Malgré leur apparence très modeste, certains nomades sont riches et possèdent des 4x4 et des camions. Il faut 4 ou 5 chèvres pour obtenir 1 kilo de pashmina. C'est beaucoup de travail, mais les revenus annuels de la vente de la laine peuvent atteindre près de 30 000 € pour un troupeau de 300 têtes. À ce niveau, les vocations des jeunes ne sont pas en danger. C'est nous, les Occidentaux, qui les avons enrichis avec notre engouement pour les pulls cachemire, qui tiennent d'ailleurs leur nom des usines de traitement qui se situent au Cachemire. Notre chauffeur achète de la laine pashmina brute. Après une négociation, il l'obtient à 20 € le kilo, ce qui est relativement cher. Sa mère en fera un vêtement pour son bébé qui vient de naître.
Dula banan jiyo. 진짜 죽고 있는 것 같아. 서래. Encore des biquettes. Et des yaks qui apprécient la toison verte. Et des marmottes peu farouches. Dans un village, les travaux pratiques de l'école sont consacrés aujourd'hui à la lessive dans l'eau glacée de la rivière. Visiblement, pour eux, c'est un jeu. Par contre, la séance de coiffure semble moins drôle. Il y a de nombreux geysers. Les habitants de ces hautes terres n'ont pas la vie facile. Les familles nomades se sédentarisent dans le village de Tsokar pendant l'hiver, qui est rude et long. Le lac Salé ou lac Blanc est un site privilégié pour voir de nombreux oiseaux et des kiangs, des ânes chevaux, les plus grands et les plus sauvages d'Asie. Dans une lumière éblouissante, le ciel et l'eau se confondent et on ne distingue plus le relief. Le sel servait de monnaie d'échange pour acheter des céréales, des outils, des vêtements. Les tentes des nomades sont clairsemées dans un paysage fantastique. Cette femme, avec ses grosses lunettes, a 90 ans. Elle porte son inséparable collier de pierres de turquoise et de corail, parure traditionnelle. De retour vers l'Aix, à 5328 mètres, le col Taglongla, sur la route qui va de Manali en Inde à l'Aix, tutoie les plus hauts sommets. Les drapeaux de prière envoient le message de Bouddha.